Bienvenue à tous sur Africa 24. Nous recevons pour cette édition de décryptage le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Il revient sur l'importance de l'économie bleue, vecteur de croissance économique pour les États insulaires, et ce membre de la Commission de l'océan Indien en particulier. Monsieur Marimoutou, soyez le bienvenu sur Africa 24. En quoi a-t-il été important pour vous de prendre part aux travaux de la conférence sur l'économie bleue à Moroni, aux Comores? Alors, comme vous l'avez dit, la Commission de l'océan Indien est la seule organisation intergouvernementale dans laquelle les États membres sont exclusivement insulaires. Donc, l'océan, c'est notre affaire, dans le sens où nous avons besoin d'un océan en bonne santé et que tout ce qui se décide, se discute autour de l'océan nous impacte directement. Surtout que depuis bientôt maintenant une vingtaine, voire une trentaine d'années, les choses ne se passent pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité, notamment avec le global warming et les climato-sceptiques. Donc l'impact sur le climat et le climat sur l'océan ainsi que la perte de biodiversité et tout un tas de conséquences qui ne sont pas négligeables, qui sont même significatives et qui impactent énormément nos populations, le bien-être des populations, mais même la gouvernance, puisque cela les amène à prendre des mesures pour faire face à des dommages, à des pertes et dommages dont ils ne sont pas forcément les auteurs, mais dont ils doivent prémunir leur population. Donc l'océan, c'est très important et comme je le dis toujours, ces relations que nous avons entre les États insulaires, maintenant, nous sommes aussi placés géographiquement de façon à être à ce que je peux appeler les îles sentinelles des rivages côtiers, notamment des rivages côtiers de l'Est de l'Afrique. Si les pays de l'océan Indien ont en commun le fait d'être des États insulaires, leurs économies ont toutes des particularités. En quoi les conclusions des travaux de ce rendez-vous peuvent-elles stimuler le développement économique de la région? L'économie bleue, l'océan, pour aller vite, avec l'ensemble de ses composantes, est une nouvelle frontière. Et cette nouvelle frontière amène à une nouvelle économie qu'on a génériquement appelée l'économie bleue. Mais l'économie bleue nécessite un océan en bonne santé, ce qu'il n'est pas. Donc il faut que nous travaillions collectivement pour que l'océan nous donne des ressources de meilleure qualité, nous donne des possibilités de faire différemment aussi, puisque le modèle économique qui sera mis en place doit aussi préserver la santé de l'océan. Donc avoir un nouveau savoir-faire pour avoir de la ressource différente, avec une meilleure valeur ajoutée, et qui en même temps permettra de garder cet océan en bonne santé. Donc c'est très important, et je dirais que cette nouvelle économie, et je l'espère que cela se fera différemment, que ce ne sera pas seulement de la maritimisation d'activités économiques qu'on avait l'habitude de faire, donc il faut le faire différemment, mais avec des perspectives de ressources qui sont plutôt bonnes. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'économie durable dans tous les secteurs. Cela impose des modes opérationnels et de management de l'économie bleue différents. Quels sont les programmes et initiatives que votre institution met en œuvre pour s'assurer de la transition vers une économie durable? Notre institution est la seule qui, dans l'histoire de la zone, a fait un marquage de ton pour avoir une idée de la biomasse. Nous avons une idée de la biomasse, mais nous avons aussi des indicateurs durables des espèces que nous savons mesurer. La CTOI, par exemple, fait ça. Nous savons aujourd'hui que pour le thon jaune, nous sommes au-delà, de cet indice de vulnérabilité. Donc le bon sens voudrait que nous travaillions à ce que l'on mette en jachère ou que l'on pêche moins
le thon jaune pour qu'il puisse se reproduire en plus grande quantité. La réflexion commence, d'accord ? Il faut donc, là aussi, qu'on mette en place des dispositifs par la science, d'accord ? Et que les décideurs prennent des décisions fondées sur des évidences scientifiques et non plus seulement sur des intuitions ou sur des objectifs factuels. Et ça, c'est important. Mieux connaître l'océan, cela veut dire aussi imaginer d'autres façons d'avoir d'autres types de ressources qui mettent moins en danger les océans et qui amènent beaucoup plus de valeur ajoutée dans les économies. Et ça, c'est un travail important et c'est un travail de longue haleine. Nous n'aurons pas les résultats dans les mois et les années qui viennent, mais au bout d'un moment, nous saurons exactement comment se comportent les océans et quel type de production nous pouvons mettre en place. L'idéal, bien sûr, serait que les océans ne soient pas seulement ouverts aux industries extractives comme la pêche, comme le gaz, comme le pétrole ou les minerais, mais qu'on puisse faire des choses différentes, plus en accord et plus en concordance avec la conservation. Et pour cela, la Grande Muraille Bleue est intéressante puisque c'est l'état des récifs coralliens, l'état des herbiers, etc. qui permettent, dans lequel il y a des ressources, les mangroves, dans lequel il y a des ressources, mais ces ressources doivent être exploitées avec une idée de conservation en même temps et de renouvellement. Et ce n'est pas seulement la technologie qui le permettra. Il faut un changement de mentalité assez importante pour que l'on se rende compte qu'on ne va pas faire et qu'on ne veut pas faire comme on l'a fait sur Terre, déboiser, faire de l'agriculture à haute intensité chimique, etc., etc. Il faudra vraiment faire autrement. Vous êtes depuis juillet 2020 le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, une zone en proie à la piraterie maritime et à la pêche illicite. Quels sont les mécanismes que vous engagez au sein de l'institution pour faire face à ce défi majeur ? Il y a plusieurs types de défis. Il y a essentiellement celles qui touchent les ressources halieutiques, qu'on appelle la pêche INN. Alors nous avons le système MAS, le système de sécurité maritime, qui est mis en place, mais nous avons aussi le PRSP, le programme régional de surveillance des pêches, le programme PSP, et sécurité au port, d'accord, le programme Ecofish. Donc nous avons tout un ensemble de dispositifs qui a pour objectif de garantir la sécurité de navigation, de combattre la pêche INN, de faire face à l'ensemble des trafics. Vous savez que notre zone est très touchée par le trafic de drogue, le trafic humain et tout un ensemble d'autres de trafics comme les bois précieux, etc. Donc nous avons mis en place des dispositifs et le programme MAS, qui reste un programme jeune, puisque je crois qu'il a commencé en 2016, commence à donner des résultats avec des prises qui permettent de retirer. Mais l'économie du crime commence à terre. Et là, nous travaillons aussi avec les États membres, d'accord, financés par l'Union européenne, d'accord, avec Interpol, avec UNODC, d'accord, pour que ces crimes qui commencent par terre, à terre, qui se passent en mer, soient aussi traités et jugés à terre. Donc il y a tout cet important dispositif légal et juridique qu'il est important d'installer dans nos États, puisque lorsqu'on attrape un criminel, d'accord, il faut pouvoir le juger devant une cour. L'état de l'économie dans nos États membres mérite aussi d'être scruté. Comme je l'ai dit, l'économie du crime commence à terre, il faut aussi s'en préoccuper. D'accord, en bien en comprendre les raisons. Est-ce que c'est un effet de la pêche illégale par destruction des ressources, par perte de ressources des populations côtières? D'accord, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? À ce moment-là, est-ce que l'on ne doit pas les former aussi à être non plus seulement des pêcheurs-cueilleurs, mais des agriculteurs de la mer? Donc cela demande des investissements.
Vous voyez, et tout cela, nous le faisons collectivement avec l'ensemble de nos États membres et les rivages côtiers depuis maintenant une vingtaine d'années. Monsieur Marimoto, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de décryptage. L'information continue sur Africa 24 et africa24tv.com.